C'est un des derniers endroits où tu peux vivre réellement une aventure, dans le sens large du terme. C'est déjà le dépassement de soi, de voir de nouveaux horizons, où tu te redécouvres et tu grandis directement. Si mon mois d'avant il a décidé de le faire, c'est que c'était la bonne chose. Ok, ça fait mal, ok, je galère, ok, j'ai froid. Il y a un petit peu ce côté, on sait pas, on y va quand même. Est-ce que c'est pas ça l'aventure ? Arthur et moi, si on est avec des rafales à 90 km/h sur un lac gelé, on dit c'est magnifique. C'est une vraie réponse, c'est magnifique. Il y a peu de gens qui peuvent dire ouais, moi j'ai fait un trek de 250 km dans Laponie. Le premier nom de l'expédition, c'était Octane. Ça voulait dire ensemble. Donc l'idée, c'était de pouvoir se retrouver ensemble, moi et mes deux fils, Arthur, Mickaël, Maxime aussi, qui arrive aussi, parce que c'est la seule fois dans notre vie, à peu près, qu'on va pouvoir se retrouver ensemble. On a été marcher au-delà du cercle arctique avec une Poulka. C'est vraiment une grosse luge. On a tiré 80 kg en totale autonomie, sans guide, quelques fois en tente et souvent en refuge. Et ça a donné 200-250 km dans des conditions qui n'étaient pas tous les jours faciles, dans des ambiances qui étaient à chaque fois différentes, dans des environnements différents, dans des températures différentes. Et là, on voit plus Arthur et moi on sait ce qu'on a à faire, on essaye d'avancer. Mickaël et Maxime, c'était plus compliqué pour eux à gérer le froid. Donc, il sait un petit peu, quel que soit le milieu, qu'il va falloir se dépasser à un moment donné, quoi. Tu vois que Arthur, mine de rien, lui, il est parti une fois et tu vois qu'il a déjà des acquis, des réflexes qui sont automatiques. Donc vraiment, Arthur était un peu notre gourou au début, quoi. Vraiment la personne à écouter tout le temps. Faut apprendre à marcher avec les skis déjà au début, parce qu'on ne fait pas. Généralement, on descend avec les skis. Le début est toujours compliqué. Pour monter la tente, tu sais pas, c'est les premières fois de machin. Donc forcément, Arthur nous aide beaucoup. Mon dernier trek qui date d'il y a 3 ans, j'avais gardé des réflexes de manipulation, un certain mood intérieur de réaction à la douleur, de réaction au froid. C'est un mental différent. Et en fait, je l'ai gardé. C'est ça la grosse différence, je pense, qu'il y a avec de refaire un nouveau trek avec des néophytes, c'est que eux, ils l'ont pas. Et ils vont l'avoir parce qu'en fait, ils sont obligés de l'avoir. Le rapport entre manger et porter ce qu'on va manger. Il faut trouver le juste milieu. Je suis plus vieux qu'eux, donc je fixe plus la graisse. Eux, ils sont plus jeunes, ils ont besoin de plus d'alimentation. Moi, pour 30 jours, je pars avec 26 jours. Parce que les 4 premiers jours, comme je dis, je me mange. Et quand on part, c'est un compte à rebours qui démarre de nombre de sachets de bouffe qu'on a pour tenir jusqu'à la fin. On nous a prêté une salle des fêtes, on a étalé toute l'expédition par terre. Il se pouvait qu'avec Arthur, on s'appelle 11h30, minuit, on a pensé à ça. Et tous les jours, ça avance un petit peu, il y a un petit truc qui avance. Un an de préparation entre tout ce qui est matos, les itinéraires, chercher quel matos on avait besoin, ce qui nous servirait, est-ce que c'est assez nécessaire, plus performant. Derrière, c'est un entraînement quotidien, s'amuser à tirer des pneus au Mont-Saint-Loup pour au moins habituer notre bassin à ces mouvements-là, pour qu'on ait moins de difficultés là-bas. Niveau matériel, je suis parti entièrement de zéro, donc des chaussettes au ski. On a travaillé quand même une année pour ça, parce que c'est quand même, moi personnellement, ça m'a coûté pas loin de 7 000 €. La préparation, c'est principalement regrouper le matos. On planifie évidemment, on va dire, un parcours optimal, mais on a aussi prévu des parcours de sortie plus courts. Très souvent, rien n'arrive comme prévu. Alors moi, je suis tombé chez moi, voilà, et je me suis donc déchiré un tendon et un muscle, plus un hématome interne, enfin quelque chose qui était quand même très sérieux. Et j'ai dit non, je pars quand même, voilà, parce que c'était pas possible. Donc comme je disais, là vous avez un exemple de pugnacité, les gars, mes fils, voilà, vous êtes des petits joueurs, les mecs, voilà, on a rigolé un peu là-dessus aussi. Hein. Ok, il va décaler, qu'est-ce qu'on fait durant cette semaine? Est-ce que nous on décale? Non. Ok, on y va quand même, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui a littéralement tout bouleversé. C'est-à-dire que rien qu'à la base, avant même de partir, bah voilà, tous les plans de parcours planifiés qu'on parlait ont dû être changés. Bon, ça y est,
On est parti avec Max. On lui ressemble au Père Noël là-bas avec sa barbe gelée là. Et on a quand même une belle journée hein, pour partir là. J'ai une poulka qui est très lourde, Max aussi. Mais c'est beau quoi. Me revoilà donc avec mon papa sur la Kingsleden. Et ouais, direction Partestugan, là où on devrait récupérer, s'ils y sont bien arrivés, Mickaël et Maxime, pour aller les alléger de toute la bouffe que je leur ai laissée pour rejoindre Vikiok en 2 jours. Dès la première journée, j'ai eu un problème avec mes skis. Donc du coup, je déchaussais très régulièrement, on va dire presque tous les quarts d'heure, je déchaussais. Je me suis épuisé très rapidement. Et dès la première journée, il y a des mots qui sont partis en mode je vais rentrer chez moi quoi. Psychologiquement, tu te dis j'ai investi 7000 balles dans du bon équipement. Dès le premier jour, ça fonctionne pas. Directement, t'as pas envie de faire le reste du trek quoi. Il y a une vague de froid comme il n'y en a jamais eu en Laponie. On a eu du moins 35. On pouvait plus monter les tentes parce que les élastiques des arceaux ont gelé. Enfin, c'est plus élastique quoi. Tellement mal que je pleurais et je pouvais que courir. Là, à moins 35, tu te dis ok, là on survit. Et je me suis dit plus jamais ça. La phrase que je dis le plus souvent dans Road Trek, c'est putain, ça doit être trop beau l'été. La fatigue, une certaine approche de la fin quand même, une proximité permanente et ça a une épreuve supplémentaire à passer. On a marché sur un fleuve, on a marché sur des lacs, on a dû rentrer dans des forêts avec de la neige jusqu'aux genoux. Et souvent, oui, tu regardes au loin, il y a des moments où tu vas t'arrêter et puis prendre le temps de regarder. Même si les autres avancent, c'est pas grave. Avec toutes les montagnes sur le côté. C'est beau, hein. C'est vraiment immense. Dans ce décor absolument somptueux. Ce désert blanc, absolument parfait. Même les montagnes au loin sont blanches et pures. C'est un paysage lunaire. Et c'est là où vraiment j'ai fait mes premières images de drone parce que je dis là, c'est maintenant, c'est ce moment magique. Le fait d'avoir mis beaucoup d'efforts pour arriver là donne en plus une dimension à tout cet environnement. Je crois qu'on n'est pas habitué à autant de pureté. Il s'est avéré totalement évident qu'il fallait absolument une journée de repos pour le mental, pour sécher les affaires. Les jours off, pour nous au début, on a quand même pas mal refait nos sacs. Par exemple, répartir la bouffe. Vraiment faire un lit de bouffe pour que ça soit en fait réparti équitablement. Pendant ces day off aussi, c'est réparation. Hein. Il y a un temps de réparation, il y a un temps de repérage. C'est pas, ça veut dire juste qu'on se lève un peu plus tard et qu'on prend un temps pour discuter, pour manger ensemble. Et juste, je crois qu'on profite de la chaleur. Et on fait des conneries aussi. Mais il fait bien beau. Oubliez pas de fermer les toilettes. S'il vous plaît. La sainte pelle est à l'œuvre. Comment on fait pipi? Trek en Suède, putain de merde. À moins 30 degrés. Pourquoi il faut uriner énormément? On va l'expliquer, comme ça les gens vont le savoir. Si vous gardez votre urine, vous êtes obligé de la garder à 37 degrés, la température de votre corps. Le corps est obligé de produire de l'énergie pour la garder à 37 degrés. Donc vous avez froid. Donc dès que vous avez envie de faire pipi, ben vous avez chaud. On buvait presque 3 litres d'eau par personne. Il y a carrément des moments donnés où on faisait des formations pipi en fait pour se décaler, pour uriner. À la fin, tu te décales même plus quoi. Tu baisses ton pantalon et tu urines sur le chemin quoi. En fait, tel un renne quoi. En fait. 60 ans. 60 piges. 60 ans. Ouais. En Suède. Moi, ça fait déjà 3 ans que je passe mes anniversaires sous une tente, soit sous la tempête, en plein là-bas, en plein dedans. Donc je me dis, bon, bah, moi, c'est une journée pas comme une autre, mais ce jour-là, je me mange une tablette de chocolat en plus, pour le plaisir. Au guest house, on a rencontré quand même quelqu'un qui était super cool. Ils avaient vraiment préparé un super truc. Donc oui, ça a été un peu symbolique de le passer, qu'ils soient tous là. Maxime était là avec nous, donc c'était super. Pas un cap, une continuité pour moi. Ouais. Puis je pense pour lui c'était important aussi de faire ça au moins une fois avec ses fils.
Et puis ça tombe sur le jour de l'anniversaire, c'est symbolique un peu. Donc, c'est décidé, j'arrête. Ouais, je sais. C'est décidé, j'arrête. C'était une belle aventure et je préfère finir sur une bonne note que de finir, tu vois, genre sur du mal. T'as été jusqu'au bout. J'ai déjà fait 100 bornes, c'est déjà beau. On a vécu de belles choses tous ensemble. Ouais, donc voilà, votre faire Oui, voilà. hyper rapide. Hein. Ouais. Moi, je l'ai vécu que sur 2-3 jours, puisque sa blessure et c'est moi qui dis à un moment donné, il faut vraiment que tu arrêtes. Et on a même appelé un médecin à distance et tout. Sur le trek, j'ai senti une douleur qui commençait à apparaître dans mon talon. Je me disais que c'était pas grand chose, que ça devait être un échauffement ou quelque chose comme ça, parce que ton corps a pas l'habitude de marcher et de tracter autant. Et puis il s'avère que par la suite, c'était vraiment une douleur qui gênait. Parfois ça craquait au niveau de mon talon, je me retrouvais par terre. Franck l'entendait craquer aussi, et même avec ma fierté et tout ça, en fait, de comprendre et d'entendre des gens dire que, en fait, ce que je peux potentiellement avoir, ce qui est dangereux, que mon talon d'Achille pourrait péter. Donc, à un moment donné, il a fallu prendre une décision, je pense, intelligente et plus raisonnable, quoi. J'ai stoppé au bout de un peu plus de 15 jours de trek pour rentrer en France. J'apprends quand même que j'ai quand même des déchirures partielles du tendon d'Achille avec une inflammation qui est présente qui part de sous le pied jusque mi-mollet. J'ai encore des problèmes avec ça, je peux même pas mettre une chaussure fermée derrière. Des choses comme ça peut encore durer un bon mois. Quand je quitte humainement le groupe, littéralement, je pleure, qui est quand même quelque chose de très rare chez moi. Tout le monde pleure, tout le monde est déçu, ça se fait des câlins, mais bon voilà, c'est quand même pour le bien du groupe parce que eux ont quand même investi de l'argent. Moi je devais rentrer et eux devaient continuer, quoi. C'est quelque chose qu'il faut accepter et quand même garder les beaux souvenirs et c'est le plus important. C'est quand même une préparation à 4 et on commence à 3 et on finit à 3 et c'est pas les mêmes. Et en fait c'est déjà incroyable qu'on ait quand même pu commencer à 3 et finir à 3. En fait il faut vraiment voir le côté positif du truc. Parfois c'est compliqué de se retrouver juste avec soi-même, même si on est 4, parfois il y en a un qui marche là-bas, l'autre qui marche derrière, on est souvent tout seul. Tu penses à plein de trucs. Parce que maintenant on se retrouve plus jamais avec nous, on a tout le temps le téléphone, on a tout le temps l'ordi, on a tout le temps quelque chose devant nous. Tu apprends des choses sur toi-même un peu, tu vois. Je pensais pas être, moi dans mes expériences, être aussi seul parfois. Et finalement, même quand on était ensemble, c'était super d'être tout seul parce que on a discuté avec des amis qui disent qu'il y a plus grand monde qui fait ce qu'on fait aujourd'hui. Pour eux, aujourd'hui, ils ont des clients, ils les emmènent en motoneige à un endroit, ils font monter un drone, ils font 3-4 photos, pof, on fait 30 bornes, on les ramène. Et il dit des gens qui se tapent 200 bornes, un peu plus de 200 bornes, il y en a de moins en moins. Donc cette solitude, moi je trouve qu'elle est bénéfique. Tout le temps seul, il y a des moments, automatiquement tu vas parler avec tes collègues, bien sûr, mais il y a des moments donnés, tu marches et du coup, tu penses à l'ensemble de ta vie de tous les jours. Et puis même parfois, tu vas compter tout simplement les pas qui sont entre les piquets. Parfois, tu marches avec tes collègues, mais en fait, tu fais abstraction. Ton corps devient un automate, marche, mais toi, tu réfléchis à tout ça, quoi. Je connaissais déjà un peu la solitude. C'est ce que j'aime aussi. Mais là-bas, c'est encore plus impressionnant parce que c'est encore plus vaste. Et tu sais que le premier village, parfois, est à 20, voire 40, voire 80 km de toi. Et là, tu sais que le moindre truc, le moindre problème peut devenir très dangereux. En revanche, ça te permet d'aller chercher des lieux d'exception. Clairement. Enfin, je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent se permettre de dire genre, j'ai vu ça. Il n'y a rien qui bouge ou parfois qui vit non plus, quoi. C'est un silence assourdissant. Je pense que voilà, l'oxymore à sa place, c'est le moment, c'est ça. Je comprendrais que ça puisse être anxiogène vraiment si on avait subi plusieurs jours de brouillard intense ou de blizzard intense ou de vent tous les jours. Ça peut devenir très très compliqué mentalement. Les moments de solitude appréciés sont finalement les moments en tente parce qu'on a chacun notre tente, donc on est tout seul dans notre tente. Ces rencontres-là, tu es dans leur territoire, donc moi j'ai un respect pour ces choses-là. On a vu des rennes quand même, ils étaient à 100 mètres de nous. 1h30 de marche après, ils étaient là.
Ils étaient à côté de nous, à 100 mètres à côté, ils marchaient dans le même sens que nous. C'est toujours, c'est marrant parce que même si l'animal est à 50 mètres, on parle tout bas. Il nous a vus, il nous a entendus, il nous a senti le mec. Lui, il est tranquille, il est beaucoup plus gros que nous. L'élan, lui, Et après, c'est frustrant parce que en moins de 5 minutes, il est déjà sur la montagne d'en face, alors que toi, tu vas mettre 4 heures. Donc tu as quand même une bonne faune et flore là-bas, encore même quand il fait froid comme ça, ils ont quand même des techniques impressionnantes pour survivre, quoi. Tout joue un peu sur la patience. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas patient de base, il va le devenir obligatoirement. Aujourd'hui, tout est rapide. Tous les aspects prennent du temps. Et c'est là où il faut voir une certaine forme de plaisir dans la lenteur. Vu que tout est difficile à atteindre, l'eau, la nourriture, on la porte nous-mêmes, l'eau, il faut la faire fondre, tout devient peut-être plus précieux. Et du coup, on fait attention aux choses. Il y a une forme de méditation aussi quand tu marches et que tu vas être dans tes pensées, dans ta bulle, et ça veut pas dire que tu vas pas apprécier ce que tu vois, tu vas pas repérer des traces au sol ou entendre quelque chose. C'est tout blanc et que blanc, mais moi ça m'éclate d'être là-dedans. D'abord, l'expédition comme ça, c'est l'ode à la marche lente. C'est très contemplatif, on va pas très vite, on va faire maximum, la moyenne c'est entre 8 et 10 km par jour. C'est un trekker, il va faire 15-20. Une fois que tu as compris comment fonctionnaient tes skis, fonctionnait ton corps, tu sais que tu es là pour faire ça en fait. Donc en fait juste tu marches. Ça aussi c'est un dépassement de soi et en fait c'est un rythme à prendre. Ce rapport à la vitesse, tu t'habitues encore une fois. Tu t'habitues. Tu sais que tu as un nombre de kilomètres. Tu dois arriver à destination. Tu réfléchis plus au temps. Tu vois bien, tu sais que quand tu pars le matin, tu avances jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Si tu es au refuge, bah, tu es content. Si tu n'es pas au refuge, tu montes ta tente. Dans tous les cas, tous les jours, tu dois marcher du lever de soleil au coucher du soleil. Voilà. Qu'importe le nombre de kilomètres que tu fais. Franchement, tous les jours, tu te dépasses. J'ai eu les pires conditions, même si j'ai fait un trek un peu plus court que, j'ai eu vraiment un trek avec toutes les conditions imaginables possibles. Que ce soit du vent, que ce soit du froid très très froid. Toujours, tu te dépasses, tu grandis et tu apprends parce que tous les jours, en fait, il y a un nouveau truc. Ça peut être autant physique que mental. Et des fois, physiquement, tu as une énorme montée à faire, tu es mort. Et tu sais qu'il faut que tu ailles là-bas parce que c'est là-bas qu'il y a le confort. C'est là-bas qu'il y a le refuge, c'est là-bas que tu poses la tente, c'est là-bas que tu as la chaleur. Tu te bats sans cesse pour aller chercher ton confort en fait. Mais après, il y a un plaisir dans le dépassement de soi quand on sait qu'on a déjà 15 jours de marche. Avec l'expérience, on sait qu'on va avoir à se dépasser. Donc c'est déjà accepté, anticipé dans son corps. Ça passe. En fait, le truc, c'est que tu t'habitues à tout. C'est toujours les moments, c'est toujours le début qui est compliqué. Mais que tu sois fumeur, que tu fasses pas de sport, etc. Tu vas là-bas. Si tu arrives à rester une semaine et demie, tu restes tout le reste. C'est fou, hein. Oh, j'en veux à la terre entière. 6000 balles pour être maso. C'est chaud quand même, hein. Mais bon, on va continuer à avancer, hein. On va pas retourner en arrière. La fois où je suis parti en Norvège, je suis parti, j'ai pris une énorme tempête dans la tronche. Il y a eu 3 évacués, un disparu. Moi, je m'en suis sorti. Et à un moment donné, j'étais en contact avec Arthur. Je dis bon, j'arrête l'expédition. Je rentre en France. Donc je suis récupéré par... je mets 2 jours pour faire 3 km, mais je sors. Je suis récupéré par un Norvégien, il m'emmène chez lui, je rentre en France. J'arrive chez moi et je dors plus. Ça va pas. Ben, je repars en Norvège chez ce gars-là. Je repars chez lui, il me dit bah oui, viens. Il me ramène à l'endroit où il m'a trouvé et je finis mon expédition. Tu es un peu programmé pour ça et ce qui fait que tu vas vraiment continuer parce que une curiosité qui fait qu'on a envie d'avancer, quoi. Ce qui te raccroche déjà, c'est ta préparation. Tu t'es donné les moyens pendant un an, donc c'est là qu'il faut se donner vraiment les moyens. Ce qui va t'aider, c'est tu vas penser à ta famille, tu vas penser à ta copine, tu vas penser, quand t'as froid, tu vas peut-être penser personnellement à des endroits chauds où tu as été. Ça, parfois, ça aide aussi, quoi. Ça s'appelle le chocolat. C'est la vérité. Ça peut être le plus beau paysage du monde et on n'en a rien à faire.
C'est ce qui m'est arrivé mon ancien trek, j'avais tellement faim que je voyais que des roast beef autour de moi. J'ai tenu absolument à faire en sorte que ce trek-là, on ait chacun assez à manger. On parle quand même de 1 saucisson entier par jour par personne. On parle de 1 tablette de chocolat entière par jour par personne. En gros, ça fait 3300 kcal par jour par personne. Le saucisson est très très apprécié, mais le chocolat gagne la première place. Pour mon père, qu'il ait 60 ans, ça change rien. Après, oui, c'était compliqué parce qu'il, par rapport à la déchirure, ce qu'on dit avec Arthur, c'est que voilà, notre père, il se plaint pas. Il a sûrement beaucoup plus mal que nous tous, mais ça avancera jusqu'au bout et ça débranche, il dit. On débranche la douleur, on débranche tout, et voilà, ça avance. Il a toujours été comme ça et il continuera comme ça. On va l'attendre, on va l'aider à se relever, mais il le fait. Et ça c'est sa grande force, c'est qu'il sait qu'il va pouvoir finir. Ouais, camarade. Ouais, camarade. Oh, camarade. Marcher sur un lac, c'est un gain de temps énorme. Hein. On va vraiment avancer beaucoup plus vite. Et puis moi aussi, c'est un plaisir, cette sensation, c'est magnifique. On se retrouve au milieu de quelque chose d'immense et on le traverse par son milieu. Donc c'est le désert dans le désert. Quand on voit des traces de pas d'élan, un élan adulte mâle fait entre 300 et 750 kg, marcher sur la rivière ou sur le lac sans aucune once de pression, on se dit tout va bien. Ça reste un moyen de se déplacer sûr et surtout tellement rapide comparé à la forêt, comparé à tout. Enfin, le trekker polaire est un trekker du plat. Hein. La glace bouge, du coup ça fait des grands pouf, et tu sens la vibration dans tes skis, sauf qu'en fait c'est bon signe. Plus il y a ces bruits-là, plus il y a de la glace. Bah moi je suis tombé 2 fois dans l'eau et la 2e fois vraiment bien comme il faut parce que au lieu de passer vraiment au bord, je passe au milieu et là ça descend. Donc la sensation c'est que c'est chaud parce que l'eau elle est plus chaude que dehors mais ça dure peu de temps. Ça dure peu de temps. Et après le 2e réflexe, je prends ma poulka et je prends la corde et je tire. Mais non, la poulka vient avec moi, elle va encore plus m'enfoncer. Et après il faut vraiment sortir de là, se rouler dans la neige et puis et là tu dis bon c'est mort pour aujourd'hui, mon pantalon il va geler donc je monte ma tente. Donc il faut changer ton parcours, trouver un refuge, réparer, repartir. Ça fait partie du quotidien, mais oui, tomber dans l'eau, j'ai pas beaucoup apprécié. Ça fait quand même peur, quand même. Enfin, c'est pas. Donc, ce qu'on appelle sur les lacs les voies ouvertes, c'est-à-dire on peut marcher sur un lac et avoir un endroit où c'est ouvert, où on voit l'eau. Il faut vraiment pas s'approcher. Moi, je reste à 50, 60 mètres des endroits comme ça parce que c'est vraiment compliqué. Déjà, le bruit du ski sur la neige, c'est un bruit déjà très particulier. Tu peux entendre que ton collègue il t'appelle ou qu'il te parle, et tu te retournes, et en fait, il va dire non, en fait, gros, je n'ai strictement rien dit. Ski, bâton, ça va être 4 sons très distincts qui vont être répétés des milliers de fois par jour. Mais il y a des fois, tu n'entends que ça. C'est beaucoup un truc de t'es dans ta bulle. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui vient percer ta bulle, un son à côté de toi ou un truc comme ça, direct ton imagination il fait des. Genre, il repasse de bulle à survie. Tu crois qu'on t'appelle en permanence ou non, quoi. Ou des cris lointains ou. Alors qu'en fait, c'est juste tes bâtons, quoi. Moi, j'ai parlé à un rocher. Je dis bonjour à un rocher. En Norvège, à un moment donné, j'ai dit bonjour, ça va? Non, c'était voilà. Où j'ai pris un rocher avant une tempête pour une petite baraque. J'ai dit ouais, je suis arrivé. J'arrive, c'était un rocher. Donc oui, tu peux avoir des allus. À un moment donné, tu es vraiment ouvert à tout ce qui se passe et à tous tes sens qui, par exemple, un élan, moi, il m'est arrivé de le sentir, mais je le vois pas. Et ça dure 2 jours. Il est autour de moi, il se montre pas. Et tu le sens. Tu sens qu'il y a une bête autour de toi. C'est le silence de l'endroit où on est, quoi. Moi, même quand on était au refuge, je faisais l'effort d'aller déjeuner dehors. Et il y a des moments donnés où ça m'est arrivé de vraiment entendre rien du tout et de presque entendre le battement de mon cœur.
Il y a des moments où ça s'entend pas du tout, où ça va brailler un petit peu, et où même moi aussi, voilà, je peux avoir une remarque qui va pas plaire, et où on va m'en faire une, et voilà, on a tous nos caractères, mais ça reste quand même, on va quand même dans le même sens. Parce que le fait qu'on est dans un endroit complètement isolé, que pour nous secourir c'est un peu long, chacun met quand même un peu d'eau dans son vin pour dire faut quand même demain, on va pas se retaper, on va pas se faire la gueule toute la journée, quoi. Et que ça rentre dans l'art, mais on est quand même en survie. Alors tu vois, avec Arthur on peut s'engueuler très très fort, mais si après sa poulka elle se retourne et que je dois l'aider, bon tu vois, genre il y a pas forcément de rancœur ou quoi que ce soit. Tu découvres un peu les gens aussi qui sont avec toi. Tu découvres certaines facettes, tu vois, genre tu vis quand même avec eux pendant un mois, donc. On n'a jamais vraiment un moment à soi, on est toujours un peu demandé, on est toujours un peu à l'affût. C'est un effort, c'est une prise d'énergie un peu continuelle. Ça met à mal les nerfs. Et c'est normal. Ah, bien sûr, tu as des prises de bec. On est quand même de très très bons amis. Donc automatiquement, on a déjà quand même choisi les bonnes personnes pour faire ça. C'est sûr que si tu pars avec une personne où par exemple tu vas un peu mal t'entendre, ouais, franchement, on va se mettre plus souvent sur la gueule que quand c'est vraiment des bons collègues, parce qu'on connaît tous nos émotions, on connaît tous comment on réagit. Tu as besoin d'un physique, mais le plus important, c'est ton mental. Et comment tu veux réconcilier quelqu'un que tu connais pas forcément quand il veut tout envoyer balader. Le point positif, c'est que à le faire avec sa famille ou ses amis qui sont comme de la famille, c'est que en fait, c'est un souvenir qui va durer toute une vie. Toi et moi, on a fait ça, on a traversé ça, jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Et ça, c'est magnifique. C'est aussi le côté humain qui est difficile, mais du coup, c'est cette complicité par la souffrance et par la victoire de journée après journée qui me dit, ok, en fait, on y arrive, quoi. Tu sais que ça va bien se passer. Même si on peut se prendre la tête, à un moment donné, c'est une famille, donc ça va dans le même sens. À un moment donné, les prises de décision, elles sont hyper rapides. Dans des milieux comme ça, c'est une force. On s'est marré, on a fait des conneries. Si j'ai un problème, ils vont être là à 100%, il va pas m'abandonner et se barrer parce que c'est plus safe pour lui, tu vois. Non, on est en famille, on marche en groupe et c'est comme ça, personne s'abandonne, quoi. Et les premiers sponsors de Norscan XP sont Papy et Mamie. Donc Papy qui est le bricoleur extrême qui nous a modifié, qui nous arrange, qui va nous scier des piolets, qui va nous arranger des choses. Et Mamie cette année qui a été formée à la météo. C'est-à-dire que si dans 2 jours il y a une tempête qui arrive, il y a peut-être un day-off à voir où il faut accélérer pour atteindre tel ou tel endroit pour être protégé. Voilà, donc on avait une météo à 3 jours. C'est magnifique. Oh. C'est complètement gelé. Et on va dire qu'il fait bien froid parce que ma barbe est gelée. Putain, prendre une vidéo en marchant, c'est pas si simple, hein. On dit une bonne image par jour. On essaye d'avoir une bonne image par jour. Donc des fois, il y a des moments où on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on est dans une espèce de rythme. Mais là, tu dis, là, il faut faire une image. Là. Il n'y a pas de vent, il faut sortir le drone. Mais est-ce qu'on est vraiment dans un endroit qui vaut le coup pour sortir le drone? Tu filmes automatiquement parce que c'est des choses et des lieux, pour moi, d'exception que j'ai rarement eu l'occasion de voir. On a autant filmé sous blizzard avec un vent de 80 km/h où tu vois presque pas ton collègue à 20 mètres de toi. Là où on va avoir le plus de documents de notre trek, c'est quand même les moments où ça se passe bien, évidemment. Prendre le temps de faire une vidéo, ça va être prendre le temps de réfléchir, de se poser, de dire ok, qu'est-ce que je vais filmer? Est-ce que je vais dire quelque chose? Est-ce que je ne vais pas dire quelque chose? Dans la rapidité de l'instant, ça va peut-être être enlever le gant et on parle de température où ça gèle vite quand même, donc tu as froid. Est-ce que ça vaut le coup? Parfois oui, mais souvent oui. Ça m'a apporté plus de sagesse. Je suis quand même quelqu'un qui a envie de faire tout le temps beaucoup de choses et te dire que parfois quand t'as un problème, relativise quoi. Arthur et moi, on a quand même fait les premières expés ensemble, le Népal ou la première expé en Suède, et on dit c'est bon, on l'a fait quoi. On l'a fait. J'en reviens évidemment avec de la fierté, avec un certain goût de reviens-y quand même. On oublie malheureusement très vite là où on était et on va dire oui
la précarité dans laquelle on était. Je voudrais relativiser dans le sens où on est parti qu'1 mois. En même temps, c'est très très long. Et en même temps, ce n'est qu'1 mois dans une vie. Pour ma part, vu que je suis quand même rentré sur un abandon médical, quoi, on va dire ça comme ça, c'est compliqué. Parce que toi, tu sais que tu es dans ton lit, tu sais que tes collègues ils sont dans le froid. J'ai quand même continué à manger mes lyophilisés pendant que eux ils étaient là-bas, histoire de leur donner un peu de force. On est content de rentrer. Moi, dans l'avion de retour, je suis déjà en train de penser à l'expédition suivante. Donc c'est du débriefing interne pour ma part et de voir comment on va améliorer encore telle ou telle chose. Et déjà là, dans 1 mois, tu commences déjà à sentir des choses, mais tu arrives à un niveau d'acuité, à un niveau de sensation. En fait, je recommande à tout le monde de tester des choses qu'ils n'aiment pas à la base et qui ne les attirent pas. Si cette chose-là, c'est faire le trek, faites-le. Une expérience compliquée, longue, tu vois des choses magnifiques, tu passes des moments incroyables. C'est une belle expérience. La maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends, à travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la dernière étoile qui luit. Brumes et nuages, perdus dans l'obscurité, tout va se mêler, tout va se mêler.